Sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, seules quelques personnes étaient présentes dimanche, veille du Ramadan. Cette année, ni décoration ni festivité particulière. Les restrictions d'accès à l'esplanade des mosquées ont tout de même été levées, mais les autorités israéliennes qui sont en état d'alerte multiplient les contrôles autour de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. C'est dans ce climat tendu que Benny Gantz, ministre du cabinet de guerre israélien, a publié un message d'apaisement dimanche. בימים אלו מדינת ישראל נמצאת במערכה קשה שהחלה במתקפה הרצחנית של מחבלי החמאס על אזרחי ישראל כולם ובהם גם מוסלמים. המלחמה שלנו היא אינה נגד האסלאם, אלא נגד מי שפגעו בערכי האסלאם. נגד מי שעשו פשעים נגד האנושות וביקשו גם לקרוע את החברה בישראל ואת עתידנו המשותף. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit ses opérations. Dimanche, Tsahal a mené plus de 60 raids aériens qui ont fait, selon le Hamas, au moins 85 morts dans le centre et le sud du territoire, notamment à Khan Younes. Alors que les espoirs d'une trêve pour le Ramadan s'éloignent, les habitants restent dans l'inquiétude d'une offensive à grande échelle dans la ville de Rafah, où se sont réfugiés plus d'1,5 million de Palestiniens ayant fui les combats au nord de l'enclave. Salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, pour commencer, Sarah Tolkom à tous ceux qui ont fait le jeûne, bon Ramadan à tous et une excellente, un bon mois de Ramadan dans la paix et dans la sincérité. N'hésitez pas donc les amis à vous rapprocher en cette période saine de Ramadan de notre Créateur. Donc nous allons accueillir ce soir, comme d'habitude, Monsieur Cohen. Bonsoir Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous et bon Ramadan pour tous ceux qui le font et le respectent. Voilà. Très bien, merci Monsieur Cohen. Alors, on va aller sur le sujet, comme vous avez pu le voir par rapport à ce petit générique d'introduction, pas de trêve donc en Palestine. Ok, j'avais prévu, je m'étais engagé dans cette idée qu'il y aura une trêve et un échange de prisonniers. Cela ne s'est pas fait, mais il y a tout de même un élément important, c'est-à-dire qui marque, qui ressemble plus ou moins à une trêve. C'est que les Israéliens se sont engagés auprès des Américains de ne pas attaquer Rafah jusqu'à la fin du Ramadan. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu de sources sûres. Et d'ailleurs, ça fait un bon moment que les Israéliens voulaient attaquer Rafah et se sont abstenus. En échange, les Américains, Biden a fait 2 déclarations cette semaine, que d'une part, il n'arrêtera jamais la fourniture des armes et que deuxièmement, il n'y a aucune ligne rouge. La seule ligne rouge établie par Biden, c'est qu'il n'y ait pas un deuxième massacre de 30 000 morts comme des femmes et des enfants comme le premier. Ça veut dire que les Israéliens peuvent s'arrêter à 29 000 morts, par exemple. Mais disons qu'il y a eu une espèce d'accord et je pense que, en tout cas, il y a les combats continuent, l'agression, les bombardements, mais disons, pour le moment, Rafah est épargné et jusqu'à la fin du Ramadan. Voilà. Après, je sais pas, je croyais que, mais du moment que les Israéliens ont obtenu à peu de frais l'appui inconditionnel des Américains en s'engageant à ne pas bombarder, à ne pas poursuivre la guerre à Rafah, les Israéliens, disons, pensent avoir obtenu ce qu'ils voulaient, mais en sacrifiant les otages. Et ça, vous savez, les sionistes, ils n'en ont rien à fiche des otages, en fait. C'est-à-dire, ils passent. En fait, pour eux,
les otages, soit ils auraient voulu les libérer par un coup de force, soit à la limite en les sacrifiant. Parce que, d'abord, ça leur permet de ne pas payer le prix, un prix très fort, en libérant des centaines de prisonniers palestiniens. Et ensuite, ça renforce, vous savez, les sionistes, ils ne sont pas contre, enfin, ils ne sont pas contre. Je vais m'exprimer, je vais le dire autrement. Le fait qu'il y ait des morts, ça les arrange. Voilà. C'est-à-dire parce que dans leur esprit, ça ressoude la société israélienne. Vous savez, quand j'ai visité plusieurs fois Israël parce que j'ai toute ma famille là-bas. Et les premières fois, j'étais surpris quand il y avait un Israélien, civil ou militaire, qui mourait dans des conditions sécuritaires particulières, c'est-à-dire pas accident de la route, mais disons, soit dans un attentat, soit dans un combat. Et j'étais surpris de voir que les journaux israéliens comportaient à peu près 5 à 6 pages. 5 à 6 pages. Vous voyez un peu comment c'est le monde, cette largeur. 5 à 6 pages, et je me disais, mais quand même, c'est incroyable. Pourquoi ils font tout ça pour quelqu'un qui est mort? Enfin, bon. Et en fait, bon, il retrace sa vie, il y a des témoignages, il y a des photos, bref. À un moment donné, j'ai fini par comprendre que lorsqu'il y a un mort, on donne l'impression que tout le pays est concerné par cette mort. Il y a énormément de photos, il y a des déclarations. Les personnes, par exemple, c'est presque cynique ce qu'ils font, c'est-à-dire que, parce que moi j'écoute les radios des Israéliennes en français tous les matins, et quand il y a par exemple un mort, bon, il y a un enterrement, et pendant cet enterrement, la famille proche est presque obligée de sortir une phrase ou deux qui seront relayées par les médias. C'est presque satanique. Par exemple, la sœur du soldat qui vient de tomber, elle dit « Je ne peux plus vivre sans toi, tu es parti avec la lumière de ma vie ». Enfin, des phrases comme ça que les médias reprennent, et que j'ai l'impression que les familles sont obligées de trouver quelque chose, parce que sinon on les accuserait presque d'indifférence ou de ne pas savoir. Et c'est terrible de voir ces gens obligés de sortir des phrases comme ça, et finalement ça a un sens, c'est-à-dire tout le pays est secoué, par cette mort. Et donc, c'est comme si chaque famille israélienne perdait un de ses proches. Et c'est comme ça qu'il crée ce sentiment d'unité nationale, de solidarité nationale, de fraternité. Dans la vie courante, les Israéliens sont des monstres les uns vis-à-vis des autres. Vous savez, moi, dans ma famille, ils me disent Israël est une jungle. Ce ne sont pas des frères. Il n'y a pas de sentiment de fraternité. C'est un sentiment marche ou crève. Les gens te marchent dessus, t'exploitent, te mentent. Sauf quand il y a un mort par le terrorisme, l'attentat, la guerre. Il y a ce jeu, il y a cette espèce de cinéma, enfin bon, de théâtre, de l'unité, etc. Et tout le monde joue le jeu. Et donc, finalement,
malgré les manifestations, etc., le gouvernement ne veut pas céder sur les otages du Hamas. Il sait qu'ils sont en train de mourir et ils meurent à petit feu là-bas, soit par les bombardements, soit par des maladies qui ne sont pas soignées, mais tant pis, ça, dans son esprit, ça doit fortifier la société israélienne qui est basée sur la guerre, l'héroïsme et la violence. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de trêve, mais il y a eu cette espèce d'entre-deux sur la non-guerre à Rafah. Bon, voilà, s'il y a des questions, sinon on peut passer à un autre sujet, Wally. Alors, moi j'avais une question. Alors, les amis, n'hésitez pas, tous ceux qui sont sur TikTok ou sur les autres plateformes, je vous ai mis le lien. Donc, il y a Golpis qui est avec nous là sur YouTube. Je vais lui donner la parole. Moi, j'avais une question, monsieur Cohen, c'est concernant la déclaration de monsieur Benny Gantz qu'on entend là dans le petit Oui. générique de départ. Il dit que le Hamas s'est attaqué donc aux citoyens israéliens et aussi aux musulmans. Oui, non, mais ça, c'est la propagande. Oui, oui, ça, c'est la propagande sioniste. C'est-à-dire, les sionistes veulent passer. Ils ont un double discours. Ou en tout cas, ils ont un discours pacifiste et ils ont une pratique cruelle, monstrueuse. Ça veut dire ils tuent par milliers des enfants innocents palestiniens et ils sont capables de dire dans la même journée ou juste après, nous prenons en compte la vie des Palestiniens parce que nous voulons vivre en paix, nous respectons les valeurs de l'islam et des musulmans. Mais c'est comment dire, ça a toujours été leur double, c'est-à-dire il y a un hiatus entre leur discours et leurs actes. Voilà. Dans leurs actions, ils sont diaboliques, ils sont cruels, ils sont monstrueux, mais dans les mots, mais c'est ça la pratique sioniste. Voilà. Oui, donc il dit clairement qu'en fait, il s'attaque pas à l'islam, mais oui, mais est-ce que je suis sûr que bon, il s'adresse aux musulmans, aux Palestiniens et aux Arabes, ils sont pas dupes. Mais d'abord, il fait ce discours pour l'opinion internationale, pour montrer, regardez comme nous sommes bons, parce que les journalistes étrangers vont reprendre ses propos. Il fait ce discours à l'intention des Israéliens eux-mêmes, qui souvent sont convaincus qu'ils sont de bonne foi. Moi je suis en contact avec eux. Pour eux, ils sont de bonne foi, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des dégâts civils, c'est malgré eux. Voilà. Et donc, ça a toujours été, c'est ça aussi la force des sionistes, c'est de maintenir ce double langage avec une conviction. Quand on l'écoute, on a l'impression, on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession, tellement on y donne l'impression de vouloir protéger les valeurs, même les valeurs de l'islam, carrément. Très bien. Merci, M. Cohen. Je vais donner la parole à Golpis qui est avec nous. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, salam alaikum. Bon ramadan à tous. Merci. Moi, en fait, j'aimerais revenir avec M. Cohen sur en 2020 et 2021, il y a eu en France une dissolution du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, et du CRI, je crois que c'est Coordination contre le racisme et l'islamophobie, et c'était 2020 et 2021 par le ministre de l'Intérieur. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce climat en France, et est-ce que le... Si tu peux me permettre, Golpis, avant que je pensais que tu allais réagir sur le sujet, sur la première partie. Ah, c'est vrai, ok. Juste avant d'aller sur ta question, on va continuer peut-être sur le sujet. Et moi, j'aimerais continuer justement avec M. Cohen. Donc, concernant
concernant la situation donc, en Palestine et les soi-disant projets qui peut y avoir là-bas. Je vais vous montrer une courte vidéo et bon, en plus, je crois que c'est écrit en hébreu, donc vous pourrez nous traduire aussi. Et ça parle du fameux projet concernant le gaz. יוזמת האי המלאכותי נועדה לתת מענה למציאות שרעה לפלסטינים ואינה טובה לישראל. כיום, מדינת ישראל נתפסת כאחראית לרצועה, אף שיצאה ממנה לפני יותר מעשור, והיא צינור חמצן יחיד לתושביה. הקמת אי מלאכותי מול חופי עזה, ובו נמל מטענים ומתקני תשתית אזרחיים, תעניק לתושבי רצועת עזה מוצא הומניטרי וקשר כלכלי ותחבורתי לעולם, ותאפשר להיפרד מהאחריות האזרחית לתושבי עזה, בלי לסכן את ביטחונה של ישראל. האי המלאכותי יוקם בהשקעה ובבעלות בינלאומית במרחק של כ4 קילומטרים מחופי עזה. באי Bon, j'ai compris l'idée. Bon, je comprends à peu près, mettons, la moitié, les 2 tiers. Voilà, bon. Mais j'ai pu capter l'idée, c'est que Israël veut se débarrasser de la responsabilité sur Gaza. Comme s'il veut donner l'impression que ça lui pèse, que c'est terrible cette responsabilité qui est sur ses épaules, alors qu'on ne lui a rien demandé. Enfin, je veux dire, s'il lâchait Gaza, enfin, s'il lâchait le boycott, le contrôle, etc., la bande de Gaza ne s'en porterait que mieux. Bon. Et donc, il y a ce projet, je ne sais pas dans jusqu'à quel point il est avancé, en cours, vraiment, je ne sais pas, mais disons de construire une île artificielle au large de Gaza, sous la surveillance internationale, et qui pourrait, sur laquelle on pourrait envoyer la majorité des Gazaouis. Voilà. Et donc Israël se débarrasserait de ce fardeau qui lui pèse et qui n'a aucune raison qu'elle supporte cette responsabilité. Et en fait, vous savez, si les Israéliens voulaient, comme je l'ai dit il y a une semaine ou deux, si les Israéliens voulaient avoir une bande de Gaza pacifiée et sous contrôle, ils n'ont qu'à faire venir l'autorité palestinienne sur la bande de Gaza avec 5 ou 10 000 soldats et l'affaire est close. Mais seulement, ça ne les intéresse pas de faire ça. Parce que, justement, ils ne veulent pas d'abord qu'il y ait une unité du peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Et deuxièmement, ils veulent qu'il y ait un Hamas. Il ne faut pas oublier, Israël n'a plus quasiment d'ennemis. Donc, il a besoin de cet ennemi de Hamas. Il a besoin d'une organisation qui envoie de temps en temps des roquettes. Bon, bien sûr, ou qui a fait ce coup audacieux, mais a priori, dans quelle mesure on sait, mais en tout cas, avec la complicité ou la bienveillance de l'État profond sioniste. C'est-à-dire qu'il voulait, l'État profond sioniste a tout fait pour que cette action ait lieu avec cette ampleur. Il suffit d'écouter des spécialistes comme Jacques Beau, etc., qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et moi, je connais des Américains comme Ritter ou McGovern, et qui le disent, ils ont des éléments, bon, donc je ne vais pas revenir là-dessus, moi je ne suis pas un spécialiste, mais donc Israël a voulu cette action pour passer à la phase finale de la destruction et de l'appropriation de Gaza. Maintenant, comme ce nettoyage ethnique n'a pu se faire, c'est-à-dire que l'Égypte, dans un sursaut de fausse dignité,
a dit non, 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 je ne peux pas les accueillir. Mais bon, elle fait tout, l'Égypte fait tout pour que le massacre continue et qu'il n'y ait pas d'aide. Et donc, finalement, approfondir la crise humanitaire de Gaza et à terme, à mon avis, une partie de la population de Gaza sera exfiltrée de la bande de Gaza pour des raisons humanitaires, parce que ces gens-là n'auront plus d'écoles, d'hôpitaux, de mosquées, de bâtiments administratifs, d'universités, enfin de tout. Et donc c'est ça leur objectif. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, à mon avis, enfin, cet objectif sera réalisé, en tout cas en partie, ça c'est sûr. Maintenant, la construction de cette île peut servir, et une île artificielle peut servir, enfin, vous imaginez ces malheureux Gazaouis parqués sur une île artificielle, sans arbres, sans, enfin, c'est quasiment un désert. C'est presque, enfin, à la limite, il vaut mieux les envoyer dans le Sinaï. Enfin, vraiment, le projet sioniste est d'une cruauté incroyable et malheureusement, il se réalise sous nos yeux avec la complicité silencieuse de tout, enfin, de la plupart des États arabes. Voilà. Alors, Golpis, tu voulais réagir? Vas-y, je t'en prie. Oui, justement, je voulais demander à M. Cohen, donc vous pensez que en fait, ce que les Israéliens ne veulent pas dégager le Hamas, quoi, de la bande de Gaza. Donc leurs déclarations sont fausses. Non, c'est-à-dire, jusqu'à cette guerre-là, ils n'avaient jamais voulu dégager le Hamas. D'ailleurs, chaque fois qu'il y avait une guerre, elle durait quelques jours et le Hamas était quasiment épargné, sortait épargné. Alors que les Israéliens auraient pu bombarder et réaliser des bombardements comme ils l'ont fait depuis 5 mois. Donc, ils voulaient garder le Hamas, en tout cas, relativement intact. Mais aujourd'hui, la donne a changé depuis le mois d'octobre. Ils avaient d'autres projets. C'est-à-dire, ils sont passés à une phase où ils s'étaient dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'octobre, comment dire, l'expédition de la résistance des mouvements de Gaza, le Hamas, le djihad islamique et autres, était importante. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle ait lieu et qu'elle ait une certaine importance avec la complicité ou la bienveillance des Israéliens parce qu'à ce moment-là, ils avaient déjà un plan en tête en finir avec Gaza, avec le Hamas, avec tous les mouvements de résistance et la population. Ça veut dire qu'on a voulu passer à l'étape supérieure. Voilà. Et cette étape supérieure n'existait pas avant. Jamais on avait parlé avant le mois d'octobre. Enfin, il n'y a jamais eu, par exemple... C'était des partenaires, en fait. Voilà, toutes les fois qu'il y avait des guerres, il y avait des conflits qui duraient une semaine, mais bon, il y avait quelques destructions. Les Israéliens n'avaient jamais détruit autant les hôpitaux, les casernes, etc., etc. Donc, il y a eu vraiment un changement radical voulu parce que pour 2 raisons. D'abord, il y a l'exploitation du gaz au large de Gaza. Donc, on voulait le fait qu'il n'y ait pas Gaza, mais on associe l'autorité palestinienne et l'Égypte à l'exploitation de ce gaz. Donc, on se débarrasse des mouvements de résistance qui pourraient jouer les troubles faits. Et deuxièmement, les Israéliens en profiteraient aussi pour gagner un territoire sur lequel ils pourraient facilement installer 500 000 colons. Voilà. Mais les personnes, du coup, qui sont les presque 2 millions de personnes qui sont à Gaza, ils vont aller où s'ils font par exemple, ils installent des colons? Apparemment, de sources sûres, quasiment sûres, l'Égypte est en train de construire, si elle ne l'a pas fini, un camp
immense pour recevoir des centaines de milliers de Palestiniens. Voilà. Donc déjà, et vous savez, je pense qu'on attendra qu'à un moment donné, il y aura une trêve. Bon, je suis désolé, je reviens à ma marotte. À un moment donné, il y aura une trêve. Et donc, on dira que pour des raisons humanitaires, ces Palestiniens, ces Gazaouis qui vivent dans des tentes, dans des conditions insalubres, dans la famine. Bon, on va accueillir, mettons, 50 000 en Égypte, et puis après 50 000, et puis d'autres pays européens accueilleront 10 000. Mais à mon avis, ça se fera comme ça, de manière... Vous savez, c'est comme la colonisation en Cisjordanie. Les Israéliens n'ont pas occupé la Cisjordanie d'un coup. Ils sont passés en 30 ans de 0 colons à 900 000 colons aujourd'hui. Donc en fait, si on compte-goutte, petit à petit, on habitue la communauté internationale, les Palestiniens, les pays arabes, on va les habituer, on va leur dire, voilà, donc en fait, on va les sortir, peut-être qu'ils garderont, que les Israéliens garderont 500 000 Gazaouis, comme en Cisjordanie, qui servent de main-d'œuvre. Vous savez, qui construit les colonies en Cisjordanie? Ce sont les Palestiniens. Qui travaillent dans les usines en Cisjordanie? Ce sont les Palestiniens. Donc, ils garderont peut-être un demi-million pour faire les travaux nécessaires pour eux. Voilà. Ce sera comme des travailleurs immigrés. Voilà. Ouais. Monsieur Cohen, Oui. là, ça fait, vas-y, on est presque à 5 mois, je crois, plus de 5 mois. L'intervention du 7 octobre. Et bon, on a vu plus de 30 000 morts, tout quasiment détruit dans la bande de Gaza. Et ça continue, je veux dire, les bombardements continuent. On voit pas de trêve. Mais en fait, contre qui se battent réellement les Israéliens? Contre qui se battent-ils? Parce que je ne comprends pas, moi. Avec toutes les armes qui ont été lâchées, toutes les bombes qui ont été lâchées, et là, 5 mois après, tout est dévasté, mais ils continuent. Ils se battent contre qui réellement? Ben, apparemment, puisqu'il y a des soldats israéliens qui meurent chaque jour, ou presque. Chaque jour, il y a 1, 2, 3 soldats, officiers, etc., qui meurent. Donc, il y a des combats. Et ben, ces combats, ce sont les combattants du Hamas. Et il y a d'autres organisations de résistance, comme le djihad islamique et d'autres. Enfin, je ne connais pas leur nom, mais les deux plus importants sont le Hamas et le djihad islamique. Eh ben, qui sont dans les tunnels, qui sont dans les décombres, qui font des actes de guérilla, qui sortent de temps en temps comme ça, par la nuit, ou qui tentent des pièges. Et c'est ça les combats qui continuent. Voilà, donc, et d'ailleurs, comme j'ai dit, il y a l'armée israélienne continue à payer de la vie de soldats et d'officiers cette guerre. Et c'est pas seulement les bombardements. Il y a des milliers, je ne sais pas combien, mais il y a des milliers de soldats qui sont à Gaza, qui on les voit, enfin, moi je vois des vidéos, et qui s'attaquent en dehors des destructions de civils, mais il y a vraiment des combats, voilà. Très bien, merci. Alors, j'ai quelqu'un avec moi sur TikTok, Abdul Hamid, tu veux prendre la parole? Oui, j'ai écouté M. Cohen depuis tout à l'heure. J'avais une question à lui poser parce qu'en fait, vous avez parlé qu'en fait, Israël n'avait pas d'ennemis. C'est un peu faux, quoi. Parce qu'en fait, l'État d'Israël, c'est le seul pays au monde, ça fait 75 ans qu'il est en guerre. Est-ce que vous êtes plus âgé que moi, j'ai 50 ans, vous êtes plus âgé que moi, est-ce que vous avez vécu, vous connaissez certainement mieux l'histoire que moi, est-ce qu'il y a déjà eu un pays qui a été en guerre depuis sa création? Moi, personnellement, j'en connais pas. D'accord, ok, non, je vais vous répondre. C'est-à-dire que
il va te répondre, Abdelhamid. Je n'ai pas fini, mais bon. Ah oui, d'accord, allez-y, finissez. Oui, parce que. Et puis après, vous avez dit, oui, voilà, j'avais enregistré ça, mais moi, je voulais dire une chose, c'était qu'en fait, Israël, bien sûr qu'ils ont des ennemis. Ils ont des ennemis, c'est les musulmans. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous pensez vraiment que les musulmans vont abandonner Al-Aqsa, parce qu'Al-Aqsa, elle a été perdue, elle a été reconquise par Omar al-Khattab, par Salah ad-Din Ayyubi, après ça a été reperdu, après ça a été repris, et puis les Ottomans ont fait la conquête. J'ai compris. De ça jusqu'en 1900. Oui, après, ça a été disloqué. Après, les Anglais sont venus, ils ont créé l'État d'Israël. Okay, j'ai compris. Nous n'abandonnerons jamais Al-Aqsa. Al-Aqsa, c'est impossible de l'abandonner. D'accord, il va te répondre, Monsieur Cohen. Je vais répondre, j'ai compris l'idée. Quand j'ai dit ils n'ont pas d'ennemis, c'est-à-dire quoi? En fait, quand Israël a été créé, ils avaient été entourés d'ennemis. Bon, l'Égypte a fait la paix. La Jordanie a fait la paix. L'Arabie Saoudite, enfin, les Émirats du Golfe, et soit ils ont fait la paix, soit ils sont dans le processus de normalisation. Donc, il y a de tous ces côtés-là, il n'y a rien à attendre. Enfin, il n'y a pas de conflit prévisible. D'accord? La Syrie, elle est dans une situation où elle n'a pas, en tout cas, le régime syrien considère qu'il n'a pas les moyens de se battre. Donc, il ne se bat pas. Il y a chaque semaine, il y a 1 ou 2 bombardements sur la Syrie et la Syrie ne réplique pas. Voilà. Et donc il n'y a pas de guerre dans le sens, il n'y a pas de danger qui vient de la Syrie. Voilà. Le Liban, disons, le Hezbollah est une menace potentielle, virtuelle. Le dernier affrontement remonte à 2006. L'autorité palestinienne collabore militairement et sécuritairement avec Israël. Donc, d'où va venir, je ne parle pas du potentiel, de la potentielle animosité des Arabes et des musulmans qui pourraient se réveiller, etc. Non, je parle concrètement, aujourd'hui, enfin depuis quelques années, Israël n'a plus d'ennemis à combattre. Ça veut dire sur un champ de bataille. Voilà. Il n'y a même plus comment dire, d'organisation de résistance en dehors de Gaza. Voilà. Et c'est pour ça qu'Israël maintient cette résistance-là, parce que ça l'arrange. Ça l'arrange, cette résistance. Vous savez, il suffit d'écouter comme Jacques Beau, par exemple, enfin, des témoignages de gens qui connaissent. Des fois, il y a des trêves qui sont signées, qui durent 6 mois, 1 an. Mais Israël ne peut pas supporter cette trêve. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bombarde, elle tue un chef du Hamas. Comme ça, voilà, pour rien. Et ça, toujours. Pourquoi? Pour réveiller ce front. Parce que Israël a besoin de se frotter, de maintenir cet état d'incertitude, d'insécurité sur son sol. Il ne faut pas que les Israéliens croient que ça y est, on va vivre en paix, etc. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre quel est le sens que j'ai donné que Israël n'avait pas d'ennemis. Voilà. C'est-à-dire n'avait pas à part le Hamas aujourd'hui, il n'a aucune force qui s'oppose à lui militairement parlant. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Oui, non, mais moi j'avais posé la question, c'est est-ce que vous, personnellement, vous avez connu un pays qui a été en guerre depuis sa création? Ça n'existe pas. Personnellement, même moi qui regarde les livres d'histoire, j'ai quand même, j'ai peut-être pas votre niveau d'études, mais j'ai quand même
étudié. Alors, il va répondre. La question, clairement, est-ce qu'il y a eu un pays, depuis sa création, qui a été en guerre avec Israël? C'est le seul pays. Israël est un pays en guerre et il veut être en guerre. C'est ça comment dire, la nature du sionisme. Et elle l'empêche de faire la paix, elle l'empêche de vivre pacifiquement. Parce que l'État profond sioniste est convaincu que s'il y a une vraie paix, le sionisme se déliterait. C'est-à-dire, l'État profond sioniste veut que les citoyens israéliens vivent continuellement sur le pied de guerre. L'État profond sioniste ne veut pas que les Israéliens vivent en harmonie, en paix avec ses voisins, même avec les Arabes israéliens. L'État profond sioniste fait tout ce qu'il peut pour séparer les citoyens arabes israéliens des citoyens juifs. Donc, il veut, comment dire, c'est une constante dans l'état d'esprit sioniste de vivre sur le pied de guerre. Donc, effectivement, mais ça, c'est, comment dire, c'est quelque chose de voulu. Ils veulent, l'État profond sioniste, il tient en otage sa propre population. Moi, les gens que je connais en Israël, des Israéliens moyens, la petite classe moyenne comme ça, ils en ont marre. Mais l'État profond sioniste les a convaincus qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qu'ils sont entourés d'ennemis irréductibles. Et donc, c'est un choix voulu. Et voilà, je ne sais pas si j'espère me faire bien comprendre. Donc, en fait, tant qu'il y avait des grands États arabes qui le combattaient, il y a eu des guerres quand même avec l'Égypte, il y a eu 3 guerres, bon, la Jordanie, la Syrie, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'adversaires armés. Voilà. Et donc, le seul foyer bon, et pourtant, Israël veut se débarrasser du Hamas, etc. Alors, peut-être qu'Israël inventera d'autres façons de faire la guerre. Je ne sais pas. Mais il est certain que c'est une société qui ne peut pas, comment dire, ontologiquement vivre en paix. Voilà. C'est-à-dire, la crainte des sionistes, c'est que le peuple israélien, s'il vit en paix, ça veut dire que les Juifs et les Arabes vont aller à l'école ensemble. Et aujourd'hui, ils ne vont pas à l'école ensemble. Ils vont aller dans les mêmes nightclubs, ils vont danser ensemble. Ils ne le font pas. Donc, en fait, ils veulent maintenir ce peuple juif dans l'isolement, la crainte. Vous savez, par exemple, les Israéliens, on leur interdit d'aller en Cisjordanie, par exemple, à Bethléem, à Ramallah. Il est interdit sous peine de prison parce qu'ils veulent pas, ils veulent éviter le moindre geste d'amitié. Ils veulent que les Israéliens gardent cette idée que les Arabes veulent les exterminer, veulent les détruire. Donc, c'est une mentalité de guerre. Je suis d'accord, mais concrètement, Israël, depuis la paix avec l'Égypte, etc., et l'autorité palestinienne, n'a plus d'adversaires armés à sa mesure. Voilà. Sauf le Hamas. Voilà. Alors, M. Cohen. C'est clair, je ne peux pas faire plus, mais si je ne l'ai pas convaincu, ce n'est pas grave. Hein. Bon, pas de souci, voilà. Il est encore avec nous, je donnerai de la parole tout à l'heure. Juste, il y avait beaucoup de questions ce soir sur le chat, M. Cohen. Je vais en poser une ou deux là qui sont sur TikTok. Il y avait une question concernant le raccourci qui est fait en France de l'antisionisme vers l'antisémitisme. Que pensez-vous de ce raccourci? C'est une victoire extraordinaire du lobby judéo-sioniste. Et en plus, c'est une arnaque. Parce que, je peux vous dire, avant la création d'Israël,
la plupart, d'abord tous les religieux, tous les juifs religieux étaient antisionistes. Ça veut dire étaient en défaveur de la création d'un État juif avant la venue du Messie. Et c'est ça l'antisionisme. Et il y avait des grands penseurs, je peux vous citer Einstein par exemple, ou comment il s'appelle, Hannah Arendt, la grande philosophe politique qui a beaucoup analysé la dictature, le phénomène absolutiste, etc. Elle disait avant la création d'État d'Israël, un État juif va sombrer dans les mêmes délires qu'un État normal, dans la violence. Donc, il y avait des grands penseurs juifs. Il y a un qui a une rue à Tel Aviv, qui s'appelle Hadam. Donc, il était l'ami de Ben Gurion, il était le sioniste historique dans les années 20. Mais il était contre la création d'un État, il était contre le sionisme politique. Et il a une rue à Tel Aviv. Donc, l'antisionisme est quelque chose, comment dire, de naturel. Le sionisme étant une idéologie politique, il était naturel qu'il y eut des opposants, des gens qui disent non, c'est pas pratique, etc., etc. Or, le lobby judéo-sioniste a réussi l'exploit, ça c'est un exploit extraordinaire, de faire admettre, bon, parce qu'il a des sayanim dans les médias, dans la classe politique, dans la société, partout, partout. Donc, ils sont arrivés à faire admettre à la classe politique en France, en Allemagne, etc., que si on est contre le sionisme, c'est-à-dire donc un État juif, donc on est antisémite. Et donc, si on est antisémite, ça veut dire on tombe sous le coup de la loi. Et donc, on peut être puni d'amende et de prison. Mais ça, c'est juste une arnaque extraordinaire. Enfin, c'est un coup de maître. Et c'est fantastique. C'est-à-dire transformer le combat contre une idéologie politique. On peut être anticommuniste, on peut être anticapitaliste, on peut être, je ne sais pas, ce qu'on veut. Pourquoi on ne serait pas antisioniste? Je veux dire, après tout, c'est pas l'anti. Oui, oui. Non, non, bien sûr. Monsieur Cohen, et on va continuer dans le même sujet. Ça nous fera la transition par rapport à ce que vous voulez parler, Golpis, tout à l'heure. Il y a une question aussi concernant les associations palestiniennes en France. Comment se fait-il qu'elles sont toutes tenues par des juifs? Comment se fait-il qu'elles sont toutes tenues en partie par des juifs? Ah non. Non. Bah, moi, c'est la question qu'on me pose là sur TikTok, hein, qui revient depuis quelques jours. Et donc, apparemment, beaucoup d'associations palestiniennes sont tenues par des juifs. Non, enfin, à ma connaissance, non. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne sais pas. Qu'on me donne les noms, je ne sais pas. Non. Ouais. Alors, Mohamed, attendez, à moi, j'espère qu'il ne fait pas allusion à l'UGFP. Parce que l'UGFP, c'est une association, mais l'Union des Juifs pour la paix. Alors, elle a donné deux noms. Donc, il y a Euro-Palestine et France-Palestine, en particulier pour les plus grosses. Voilà. Alors, Euro-Palestine, effectivement, oui, c'est vrai. Euro-Palestine est dirigée par une dame qui s'appelle... bon, j'ai oublié son nom. Mais, je veux dire... Olivia Zemmour. Voilà, Olivia Zemmour. Bon, elle a lancé... Après tout, il y a eu... Est-ce qu'on peut reprocher à des juifs d'être antisionistes? Vous savez, est-ce qu'on peut reprocher à Ilan Pappé d'être antisioniste? Est-ce qu'on peut reprocher à cet Américain, comment il s'appelle déjà, cet Américain dont les parents étaient au camp de concentration? Bon, je veux dire, enfin, justement, c'est important de... Non, enfin, moi, ça fait rigoler cette histoire de dire que comment ça se fait. On dirait que des juifs ont fait même base sur l'antisionisme. Ben, c'est bien qu'il y ait des juifs antisionistes
et qu'on les mette en valeur. On me cite Mais, aussi Bertrand Hellibron. pardon? On me cite aussi Bertrand Hellibron. Je ne connais pas. D'accord. Je connais pas. Bon, mais il y a, enfin, je ne sais pas moi, je ne crois pas que l'association France-Palestine Solidarité soit. Alors, autre question, Monsieur Cohen, concernant un peu, voilà. Donc là, c'est une association. On parlait des associations tenues par des juifs, mais je vais vous poser la même question là, parce que j'ai vu un message passer. Comment se fait-il que le halal, en grande partie, est tenu par des juifs? Ah, le halal, ça, je vous l'accorde. Ben, le commerce, ce que vous voulez, hein, c'est. Voilà, c'est dans les gènes, c'est le commerce, on va dire. Allez. Non, non, enfin, je n'ai pas dit ça, mais. Ok, alors je vais redonner la parole à Golpis qui voulait justement parler de quelque chose tout à l'heure. Allez, c'est parti, vas-y, je t'en prie. Oui, tout à l'heure, j'avais parlé, M. Cohen, de la dissolution du CCIF en France. Et voilà, je voulais avoir votre avis. Est-ce que le gouvernement français a concrètement un intérêt d'avoir, par exemple, un lobby arabo-musulman en France, comme on peut retrouver tout à l'heure, vous avez parlé du JF, du CRIF. Est-ce qu'il peut y avoir une tendance comme ça en France où c'est ce que je veux dire par là, c'est que même si on a des gens de bonne volonté qui vont essayer de se comment dirais-je, de se mettre ensemble pour créer un lobby, ça va être bloqué quelque part, non? Oui, parce que moi, je suis toujours surpris, enfin, à moitié, et je vais vous dire pourquoi à moitié. Quand je vois quand j'entends, hein, il y a des Maghrébins, enfin, disons des Maghrébins, voilà, comme ça pour simplifier, qui parlent de l'islamophobie, qui combattent l'islamophobie, ou qui veulent s'organiser, etc., qui font des analyses très, très sérieuses, très documentées sur l'oppression du pouvoir, etc. Et ils ne font jamais allusion à l'action des Sayanim. Parce que pour moi, c'est le lobby judéo-sioniste qui a lancé la chasse aux Maghrébins dès les années 80. C'est-à-dire, dans les années 80, il y a eu la marche des beurs, et à l'époque, les beurs voulaient vraiment s'identifier à la République, voulaient s'embarquer dans le combat de la République, la laïcité, l'intégration, tout. Il n'y avait pas, on ne portait pas le voile, il n'y avait pas de séparatisme. Et le lobby judéo-sioniste a senti le danger. Le danger, c'est que l'intégration de ces centaines de milliers de Maghrébins leur ouvrirait les portes de tous les secteurs sensibles de la société. Les médias, la politique, la publicité, l'édition, puisque on n'a pas à avoir peur d'eux, sont des citoyens intégrés, etc. Et il a commencé à propager l'idée que non, ces Maghrébins, ils ne sont pas intégrables, ils détestent la République. C'était le début aussi de les quartiers perdus de la République. Bref, on a monté toute une mythologie du Maghrébin anti-républicain qui veut et puis en même temps, on a parqué ces Maghrébins en les empêchant d'intégrer les secteurs de l'économie, de la culture, etc. Ben, on les a enfermés dans des ghettos. Et donc, finalement, et puis petit à petit, on a commencé à les opprimer, par exemple par la loi sur le voile, sur la jupe, la surveillance des mosquées, les écoles, on surveille les écoles musulmanes, etc. La loi sur le séparatisme, l'interdiction du CCIF.
pourquoi? Et donc, tout ça fait partie, moi, le message que je voudrais faire passer encore une fois aux Maghrébins, c'est que pourquoi c'est important de le savoir. C'est pas seulement, vous savez, c'est pas seulement une question de connaissance, mais c'est de savoir d'où vient l'islamophobie. Et quand on sait d'où elle vient, eh bien, on peut s'organiser pour la combattre plus efficacement. Parce que si on sait que l'islamophobie à l'origine, regardez par exemple l'action d'une Elisabeth Lévy avec son magazine Causeur, Gilles William Godnadel, Bernard-Henri Lévy, etc. Enfin, et, quand on parle pourquoi c'est important? Parce que le fait de savoir que ça vient d'une organisation communautaire qui a un tel but, eh ben, on peut s'organiser de manière à faire pareil pour les contrer et pour s'émanciper. Or, si on reste dans cette espèce, ah oui, il y a l'islamophobie, c'est terrible, etc., on ne se prépare pas à combattre efficacement l'islamophobie, parce que l'islamophobie n'est pas, en France en tout cas, n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. Le régime français, l'establishment français, la classe politique s'est réveillé un matin, s'est dit oh, on est islamophobe. Non, non, non. C'est quelque chose qui a été préparé depuis 40 ans. Voilà. Et moi, j'ai souvent invité les Maghrébins à faire une analyse lucide, à ne pas avoir peur de le dire, parce que souvent on a peur de le dire aussi, d'aboutir, oh là là, si je dis que c'est le lobby judéo-sioniste, qu'est-ce que je vais me prendre? Et donc, donc, le fait de faire un diagnostic lucide et de se dire comment eux ils s'organisent. Et je vais faire la même chose aussi, de s'organiser de la même manière. Donc, l'interdiction du CCIF, pourquoi on l'a interdit? Parce qu'à mon avis, en tout cas, moi je vous donne un avis personnel, le CCIF est la seule organisation, en tout cas parmi celles que je connais, hein, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, celle qui avait pignon sur rue, qui était la plus radicale, la plus militante, la plus combative, celle qui voulait aller au combat, qui a compris le sens du combat. Et c'est pour ça qu'on l'a interdite. Et malheureusement, moi j'aurais voulu, j'ai déjà dit ici à quelques reprises, si les Maghrébins adhéraient au CCIF ou à une organisation semblable, avec 1 million de membres qui auraient payé 20 € chaque année, l'organisation aurait eu 20 millions de membres, elle aurait recruté 1000, 5000 avocats, elle aurait acheté des espaces publicitaires. C'est ce qui manque aux Maghrébins, c'est le sentiment du combat, c'est la volonté de combattre efficacement dans l'unité et la lucidité. Voilà pourquoi dès qu'il y a une organisation qui sort de l'ordinaire, qui veut se battre, eh ben, on l'interdit. Et malheureusement, voilà, les Maghrébins gardent, enfin, comment dire, on oblige, en tout cas, la plupart des Maghrébins, même ceux qui sont diplômés, enfin surtout ceux qui sont diplômés, qui pourraient, regardez par exemple chez les Juifs, dans la communauté juive, au contraire, ce sont les diplômés, ceux qui ont un business, ceux qui ont des diplômes universitaires, ceux qui sont avocats, ce sont les plus militants qui militent pour le communautarisme judéo-sioniste. Les Maghrébins, c'est presque le contraire. Quand ils réussissent, ils se disent attends, je préfère ne pas me montrer, ne pas me mettre en avant, il faut que je rase les murs. Et donc, en fait, ils reproduisent un peu le complexe du colonisé. Et c'est pour ça c'est comme ça qu'on les tient. Et une partie de mon combat, en tout cas avant, il y a quelques temps, il y a quelques années, moins maintenant, ça a été de donner
aux Maghrébins les éléments de compréhension et de combat. Voilà. Mais malheureusement, ça n'a jamais été. Enfin, ils n'ont jamais. Enfin, voilà, pour toutes sortes de problèmes bon, sur lesquels je n'ai pas envie de revenir, mais malheureusement, les Maghrébins n'ont pas su répondre avec voilà, répondre aux défis qui leur a été lancé, voilà, dans l'unité, dans la combativité, etc. Voilà. Alors, M. Cohen, merci, M. Cohen. Justement, là, pour abonder dans votre sens, il y a une initiative là qui a été prise récemment par Karim Zeribi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Oui, oui, j'ai entendu parler oui, un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de ce Karim Zeribi? Moi, tout ce qui va dans le sens du combat pour la dignité, pour l'indépendance, pour ne plus être floué, pour ne plus être opprimé, moi, ça me va. Voilà. Moi, j'encourage, vraiment, j'encourage tous ceux qui. Et surtout, vous savez, ce qui est important, c'est l'unité. C'est-à-dire, encore une fois, je suis désolé de le dire, regardez le CRIF, il réunit tout le monde, religieux, athées, de gauche, de droite, ce que vous voulez. Je voudrais que les Maghrébins, c'est pas qu'ils abandonnent leur spécificité, mais qu'ils se disent, par exemple, voilà, l'initiative de Zeridi, elle est bonne parce qu'elle redonne le sens du combat, de la dignité aux Maghrébins. Non seulement je ne la combattrai pas parce qu'il y a certains qui vont dire oui, machin, patati, patata, mais on va lui faire de la pub. Je veux dire, moi j'invite tous ceux qui ont une chaîne YouTube, qui ont une association, même si, ok, même si on n'est pas, même s'ils ne partagent pas les mêmes orientations, mais dire, voilà, il y a un frère qui s'est levé, qui veut redonner de la dignité à notre combat, soutenons-le. Voilà. Moi, j'invite tous les Maghrébins qui ont une chaîne YouTube, qui sont à la tête qui participent d'une association, à donner le maximum d'écho à ce combat, parce que pour moi, c'est un combat qui mérite d'être soutenu. Voilà. Tous les combats qui militent pour l'indépendance, pour la dignité des Maghrébins, méritent d'être soutenus. Voilà. Ok, merci M. Cohen. Je vais donner la parole à quelqu'un qui est avec nous sur TikTok. Mo 932. Salam alaikum. Bonsoir, monsieur Jacob Cohen. D'ailleurs, je voulais juste vous saluer pour votre honnêteté en tant qu'homme et être humain sur Terre, avec l'humanisme que vous avez et la vérité que vous proclamez depuis des années. D'ailleurs, je vous en salue et je vous en remercie. Aujourd'hui, les solutions, vous les avez toutes dites. On peut pas aller autrement. Et aujourd'hui, moi, j'ai une question à vous poser. Bon, c'est vrai que je me suis mis à la place du sionisme pour comprendre cette idéologie et elle a été une idéologie qui date depuis déjà de très nombreuses années et qui a été façonnée par Théodore Herzl et Parvus. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Aujourd'hui, quand je vois les objectifs qu'ils ont, je suis très très inquiet pour moi et mes enfants et pour mes frères et sœurs de toutes confessions confondues. Et aujourd'hui, pensez-vous que nous sommes dans une prémisse d'une troisième guerre mondiale par rapport à ce qui se passe au vu de la situation géopolitique qui se passe en Ukraine, à Gaza et un peu partout? Alors, ça dépend parce qu'on entend troisième guerre mondiale. C'est-à-dire, on est déjà dans une guerre mondiale. C'est-à-dire, il y a déjà une opposition entre les pays de l'OTAN contre un grand pays qui est la Russie et qui a une alliance, qui est allié, qui a une alliance forte avec la Chine
et une alliance mitigée avec l'Inde et des soutiens à travers le monde. Donc, cette guerre, elle est économique, elle est civilisationnelle, elle est militaire. Monsieur Cohen, Pardon? si je puis me permettre, Monsieur Cohen, avant de continuer votre réponse, justement, ça va me permettre de faire la transition et puis on va arriver bientôt vers la fin de l'émission. Je vais vous montrer la courte vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure. Comme ça, vous allez pouvoir répondre à la question. On en vient à présent à ce rendez-vous annuel en forme de grande messe. Vladimir Poutine s'adresse aux Russes ce jeudi lors d'un discours fleuve 2 ans après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Le président russe apparaît plus que jamais en position de force, notamment avec les récents succès sur le front et notamment la prise de la ville d'Avdiivka. Il a également réagi aux propos d'Emmanuel Macron sur un éventuel envoi de troupes occidentales en Ukraine. Écoutez Vladimir Poutine. Il parle d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort qui a été réservé à ceux qui, par le passé, ont envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences d'un tel interventionnisme seraient encore plus tragiques. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça? Voilà, Monsieur Cohen. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans une phase, comment dire, il y a quand même une guerre économique terrible. Il ne faut pas oublier quand même que les sanctions qui ont été prises avaient pour but de mettre à genoux l'économie russe. Donc, il y a des guerres commerciales, il y a des guerres idéologiques, il y a un conflit militaire par proxy, c'est-à-dire l'Occident utilise l'Ukraine pour affaiblir, voire démanteler la Russie. C'est son objectif. Et comme ça réussit pas, alors les pays de l'OTAN se tâtent. Est-ce que ça vaut le coup de passer à une étape supérieure? À mon avis, ils hésitent beaucoup, parce qu'ils réalisent que les plans qu'ils avaient élaborés n'ont pas fonctionné, que l'armée russe aujourd'hui est probablement la plus puissante du monde, parce que, enfin, en termes d'organisation, c'est une armée qui se bat depuis 2 ans. Elle a une expérience fantastique. C'est quoi l'armée française aujourd'hui? C'est quoi l'armée allemande? Enfin, je veux dire, mais ils seront balayés. Il ne faut pas oublier que l'armée ukrainienne s'était préparée depuis 10 ans à cette guerre. Alors que l'armée française, qu'est-ce qu'elle a à son actif? Quelques coups de main en Afrique? Franchement, l'armée allemande, enfin, vous savez, une guerre de haute intensité depuis 2 ans, mais ça donne une force extraordinaire d'organisation, etc. Donc l'Occident se rend compte qu'il est dans une impasse et il est en train de perdre la face. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à comment dire, enfin, vraiment franchir le Rubicon? Moi, je veux dire, qui peut répondre à cette question? Moi, personnellement, je ne crois pas. C'est-à-dire que, vous savez, les dirigeants occidentaux, eux aussi, ils aiment la vie. Hein. Ils n'ont pas envie, parce que une guerre nucléaire, je veux dire, même s'ils rentrent dans un abri, un jour ou l'autre, il faut bien qu'ils en sortent. Donc, ils vont sortir où? Comment? Voilà, donc je pense que, enfin, mais on ne sait jamais, l'humain, il est un peu spécial. Mais enfin, je pense quand même qu'au dernier moment, ils éviteront ce carnage. Mais Cohen, quant à la réponse de Poutine
au propos de Macron, il parle quand même de fin de civilisation en cas de guerre nucléaire. Tout à fait. D'ailleurs, il a fait une autre interview il y a 2 jours. Et quand le journaliste lui dit, vous savez, Macron a dit qu'il n'y a plus de ligne rouge, et Poutine lui dit, mais vous savez, de l'autre côté aussi, il n'y aura pas de ligne rouge. Hein. Donc, s'il n'y a pas de ligne rouge d'un côté, il n'y aura plus de ligne rouge de l'autre. Et donc, vous savez, je pense, enfin, je ne suis pas du tout un expert, mais enfin, je pense que Poutine s'est montré jusqu'à présent vraiment comme un gentleman, très réservé, très, très mesuré. Il paraît qu'il possède des armes qui pourraient vraiment flamber l'Occident. Il parle d'un missile Sarmat qui atteint Paris en 2 minutes. Ces missiles supersoniques, ils arrivent en une demi-heure dans leur… Et donc, mais il veut pas le faire. C'est terrible de voir quelqu'un qui se retient, mais il ne faut pas non plus le pousser à bout. Voilà. Je pense qu'il est assez intelligent pour ne pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, quelle est l'obsession? Pourquoi cette obsession de Macron, du dirigeant français? Parce qu'on voit que c'est Macron qui parle au nom d'eux. Alors, est-ce que derrière, il y aura l'Europe qui va suivre? Il y a diverses hypothèses. Est-ce que Macron a été… est-ce que, mettons, l'Amérique a envoyé Macron comme ça, lui dire… il faut dire ça, voilà, pour tenter de voir comment ça va se passer, quitte à dire, à faire retomber, si ça colle, si ça prend pas, quitte à dire, oula, non, pas du tout, Macron, il nous a menés là où on ne voulait pas y aller, etc. Donc, Macron a joué un peu comment dire, l'envoyé du boss qui ne veut pas y aller, ou alors, vous savez, c'est quand même, il est immature, il est parano, enfin, il a beaucoup de défauts. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu ça, Poutine avait dit dans sa dernière interview, il avait dit, vous savez, ces responsables politiques qui prennent des… Enfin, je ne sais pas comment il a dit, j'ai oublié le terme exact. Vous savez, il n'a pas dit qu'ils prennent des drogues, mais il avait dit quelque chose comme des substances, voilà. Donc, en fait, il a fait une allusion à ces chefs occidentaux qui prennent des drogues, voilà, et donc qui ne sont pas dans leur état normal. Voilà. Et bon, l'Occident a voulu lancer sa guerre qu'il préparait déjà depuis 2014. Il ne faut pas oublier l'obsession de l'Amérique. Il faut écouter les Américains sur ça, c'est incroyable. L'obsession de l'Amérique, c'est de démanteler cet empire russe. Voilà. Ça, c'est… Bon, ils ont joué, apparemment, ils ont perdu. Eh bien, voilà, tant mieux, parce que sinon… Bon, Wally, donc on prend une dernière question et puis on… Oui, je vais redonner la parole à… Ah bah non, il est descendu, c'est pas grave. Oui, on va prendre une dernière question ici que j'avais vue sur le chat. Bon, c'est concernant plutôt le sujet précédent. Monsieur Cohen, vous sous-entendez que les musulmans de France, pardon, ont peur d'affronter les sionistes dans l'union et la solidarité? C'est pas qu'ils ont peur. Comment dire? D'abord, historiquement parlant, les Maghrébins sont arrivés comment dire? Ils sont arrivés dans un pays où la communauté juive avait déjà quasiment le monopole de la souffrance, de la sympathie. Vous savez, par exemple, quand Dieudonné a voulu faire un film en 2001, avant son fameux sketch sur l'esclavage, il n'a pas reçu les subventions pour le faire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le président de la commission qui distribuait les subventions, c'était un certain Bernard-Henri Lévy. Et BHL a compris qu'un film sur l'esclavage pourrait, comment dire, susciter une vague de sympathie pour les Noirs. Or,
les judéo-sionistes ou le lobby judéo-sioniste veut avoir le monopole de la souffrance. C'est-à-dire, il y a eu l'Holocauste, donc il n'y a jamais rien eu de tel, il n'y aura jamais rien de tel. C'est une souffrance unique, unique dans les annales de l'humanité. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait une souffrance, une autre souffrance qui viendrait la concurrencer. C'est ce qu'ils appellent la concurrence victimaire. Voilà. Et donc, les Maghrébins sont arrivés, vous savez, ceux qui sont arrivés dans les années 50 et 60. Bon, je ne sais pas si vous avez vu des documentaires sur les OS, les ouvriers spécialisés, les manœuvres qui travaillaient dans les usines automobiles, les bidonvilles à Nanterre dans lesquels ils vivaient dans les années 60 et 70. Allez voir, essayez de voir ça. C'est vraiment l'horreur. Et donc, les Maghrébins ont mis du temps à se placer sur le plan des études, etc. Et donc, finalement, ils avaient gardé de leur passé une espèce de sentiment. Vous savez, ils sont venus quand même, quand je dis ils sont venus avec le complexe du colonisé, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Bon, je l'ai analysé, je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, on les a, comment dire, on les a mis dans des situations où les Maghrébins avaient le choix entre résister et céder, raser les murs, voilà, se soumettre. Vous savez, en 2015, j'avais fait cette vidéo à Marseille où je disais aux Maghrébins, le CRIF vous a déclaré la guerre, vous avez le choix entre résister ou se soumettre. Voilà. Donc, il y a pas. Et donc, malheureusement, soit les Maghrébins résistent, mais de manière divisée, chaotique, anarchique, sans vraiment des buts bien définis, avec des moyens, avec une stratégie, etc. Et donc, beaucoup de Maghrébins ont intégré l'idée que, comment dire, il faut respecter la République, la laïcité, et donc ils se sont soumis aux lois républicaines qui les opprimaient en pensant qu'il faut faire ceci et cela. Voilà c'est pour ça d'ailleurs, vous savez, moi j'avais dit une fois, c'est dommage qu'il n'y ait pas une organisation comme le CCIF qui soit reconnue par tous, par toutes les associations, etc. Et je m'en fiche que ce soit le CCIF, choisissez d'autres, enfin un autre, le problème n'est pas là. Mais comment ça se fait, par exemple, que les Maghrébins acceptent, je suis désolé de le dire. Voilà, en tout cas, ils se soumettent. Voilà, il y a un type qui s'appelle Chalgoumi, le CRIF l'a imposé comme le représentant. Mais quelle humiliation! Mais quelle humiliation! Eh bien, est-ce que depuis 20 ans, est-ce qu'on a vu une forme est-ce qu'on a vu une organisation de résistance se mettre en place? Voilà. Je ne parle pas des youtubeurs qui ont leur chaîne et qui disent ouais, c'est pas bien, etc. C'est dégueulasse. Non, ça c'est de la, enfin, je veux dire, c'est de la rigolade. C'est pas ça. C'est-à-dire, est-ce que vous avez réuni un congrès de tous les youtubeurs pour définir une stratégie commune de résistance? Non. Voilà. Donc malheureusement, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que les Maghrébins n'ont pas trouvé en eux les ressources nécessaires de s'organiser et de résister ensemble dans une stratégie commune et en mettant les moyens en commun, etc. Voilà. Bon. Alors, on va clôturer, M. Cohen. Il y a le parti politique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce parti politique, l'UDMF, l'Union des musulmans de France. J'ai entendu parler. Oui, mais voilà, malheureusement, comment dire, le drame, c'est quoi? C'est qu'il y a 6 millions ou 7 millions de Maghrébins
et que 95% de ces Maghrébins considèrent ce parti comme, enfin, voilà, ne le prennent pas au sérieux, ou n'y adhèrent pas, ou le méconnaissent, ou le méprisent, enfin, tout ce qu'on veut. Voilà. C'est-à-dire que ça reste encore une. Moi je suis personnellement, je milite pour ce genre d'organisation, etc. Mais encore faut-il que ça soit accepté, que ce soit. Moi, j'ai l'impression, voilà, il y a voilà, ici ou là, des gens lancent une organisation, mais qui restent isolés et qui, toutes ces organisations isolées, finalement, elles n'atteignent pas leur but. Voilà. Donc. Bon, ça, M. Cohen, on va dire c'est sur le plan communautaire, mais le peuple français, là, par rapport à la situation de ce qui se passe, il fait pas grand-chose pour arrêter quoi que ce soit. Par rapport par rapport aux positions du président, déjà, par rapport au fait qu'il veut se battre en guerre avec la Russie, là. On n'entend pas le peuple français se manifester, dire stop, on ne veut pas aller en guerre, tout ça. Non, le peuple, bon, de toute façon, le peuple, sauf quand il manifeste, ou par les sondages, mais le peuple n'a pas les moyens de s'exprimer. Je veux dire, voilà, il est là, enfin, il y a des gens qui prennent le métro, qui vont au travail, qui travaillent, enfin, ici ou là. Je ne vois pas comment le peuple va s'exprimer. Il n'a pas accès aux médias. Bon, mais quand même, il y a. Bon, on voit par exemple par le succès de certaines émissions. Il y a des émissions de YouTube qui font 1 million, 2 millions de vues. Donc, il y a des manières de savoir ce que le peuple pense. Voilà. Et le peuple n'a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire, vous savez, c'est pas. Voilà. Comment voulez-vous, même quand il y a eu les manifestations sur la retraite, etc., c'est parce que les syndicats les avaient organisées. Bon, c'est vrai qu'il y a eu les Gilets jaunes. Enfin bon, les Gilets jaunes, c'était quand même une organisation qui avait suscité une certaine adhésion. Mais le peuple n'a pas son mot à dire. C'est. Les gilets jaunes, on a vu ce qui a stoppé un peu tout ça. Il n'y avait pas que en France, il y avait le mouvement des gilets jaunes, mais dans le monde entier, il y avait des mouvements contestataires. Et qu'est-ce qui est arrivé pour stopper tout ça? On le sait. Hein. Regardez, prenez par exemple en Angleterre, quand Tony Blair voulait envoyer l'armée britannique en Irak. Il y a eu des manifestations de plusieurs millions. Des millions, d'accord, spontanés comme ça, des gens qui étaient contre. Les sondages disaient que le peuple était à 80% contre la guerre. Bon, ben, le gouvernement envoyait les militaires. Donc, le peuple, vous savez, c'est, comment dire, c'est important, mais c'est peanuts. Je veux dire, c'est rien du tout, voilà. Ouais, ben, malheureusement, le peuple, comme vous dites, c'est peanut, mais c'est une majorité de la population. Hein, oui, mais le peuple, on leur donne un bulletin de vote. Bon. Il y a des élections dans 3 mois, des élections européennes. C'est une façon de montrer, ce qu'on veut. Bon, ben voilà, on verra. Donc, il faut savoir si le peuple va se manifester dans quel sens. Malheureusement, le peuple, sa volonté est captée par des partis politiques qui le mènent là où il ne veut peut-être pas y aller. Voilà. Je pense au RN, par exemple, qui capte la volonté d'un peuple qui voudrait se rebeller, mais dans une direction comment dire, que le peuple ne désire pas nécessairement. Voilà. Alors, le peuple est important au moment des élections, on me dit là, dans un commentaire. Encore faut-il qu'il fasse le bon choix. Oui, non, mais qu'on lui présente aussi comment dire, qu'on lui permette, par exemple,
Prenons les élections européennes. Le système leur dit au peuple, voilà, pour élire des gens, par exemple, pour élire des souverainistes, il faut que ces souverainistes aient 5%. Sinon, vos voix sont perdues. Bon, ben, voilà. Donc, même si le peuple, les souverainistes, pour ceux qui vont voter, parce que moi, je n'irai pas voter, parce que moi, j'estime que tous ces souverainistes, malheureusement, ne trouvent pas un terrain d'entente, parce que même si les sondages se trompent, mais on a estimé qu'il y a 31% des Français sont pour le Frexit. 31%. Ça veut dire que s'il y avait une liste qui était pour le Frexit, avec tous les chefs, avec tous les partis, toutes les associations, qui au lieu de se diviser, si toutes se réunissaient, si on avait ne serait-ce que 20%, on pourrait envoyer une vingtaine de députés souverainistes au Parlement. Mais le malheur veut qu'il faut passer par des partis politiques. Et les partis politiques, c'est quoi? Un parti politique, c'est quoi? C'est un chef qui a un ego monstrueux comme ça. Il veut être le chef. Voilà. Ne faites jamais confiance aux partis politiques. Ne faites jamais confiance à un chef, à un dirigeant politique. Voilà. Jamais. Ce sont des menteurs, des salauds qui ne pensent qu'à leur ego. Voilà. Et le discours qu'ils tiennent, c'est juste pour vous appâter. Voilà. Bon, voilà. Bah, sur ça, on va clôturer. Merci, M. Cohen. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, ce sera 20h. C'est ça, voilà. Voilà. Alors, bonne soirée à tous et bon Ramadan. Merci, bonne soirée, M. Cohen. Au revoir. Voilà, les amis, avant de clôturer, je veux dire quand même quelques mots vite fait concernant, bien sûr, notre sœur Nabila Kilani qui est en Palestine et avec qui j'ai eu un contact récemment où j'ai des nouvelles. Donc, Dieu merci, elle est encore en vie. Et malheureusement, vous savez très bien, la situation est très compliquée là-bas, j'imagine, en cette période de Ramadan. Donc, ils vivent des conditions atroces. En question humanitaire, ça ne doit pas être facile non plus. Il ne doit pas y avoir grand-chose qui rentre. Donc, voilà, pour celles et ceux qui veulent donner un coup de main, il y a un lien en description de la vidéo. On participe, faites un geste et tout ira pour Nabila Kilani. Une fois qu'elle aura retrouvé un endroit où elle peut refaire ce travail d'humanitaire qu'elle faisait par le passé, voilà, on lui enverra ces donations que vous avez faites jusqu'à présent. Il y a quelques donateurs qui ont donné. Merci à eux encore une fois. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Autre chose, la grande marche de la pédocriminalité, Farid DMS Deba est arrivé 43e étape aujourd'hui et il arrive dimanche à Étampes et donc ce sera la pause avant de repartir le 24 en direction de Bruxelles. Mais avant ça, il y a une manifestation bien sûr à Paris le 23 mars, 14h à la Bastille. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont en région parisienne, qui sont à côté, de relayer l'information, de partager un maximum et qu'il y ait un maximum pour soutenir cette cause. Donc, voilà, cette démarche de Farid, mais c'est la cause de tous les parents, voilà, pour nos enfants, protéger nos enfants. Il va déposer une pétition, bien sûr, on le sait, cette pétition, elle aboutira peut-être pas, mais en tout cas, la cause est noble. Interdire l'accès aux adultes sur des sites internet pour mineurs. Donc, n'hésitez pas, c'est tous les jours en ce moment sur TikTok. Des fois, je rediffuse aussi, moi, en partie le live. Donc, n'hésitez pas pour soutenir et relayer l'information surtout. Voilà, donc samedi 23, 14h, Paris. Voilà les amis, on se donne rendez-vous jeudi prochain, 20h, s'il n'y a rien d'autre avant. Sinon, excellente soirée à vous. Sahas Horkom et bon Ramadan encore. Salam alaikum. Et je vous mets le fameux clip, toujours le même qui est extraordinaire. Voilà, on respire, on fait du vélo, on mange une banane, excusez-moi. Voilà, on est antisémite. Voilà les amis. Allez, excellente soirée. Salam alaikum.
ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien, l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée, ma chérie. Je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur faire prendre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilets jaunes, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Mais moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qui dise la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décides. Car si tu dis la vérité, il crie déjà au génocide. Pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait. Et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets, bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con. Quoi? Qui a... 3,40.